Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Maître Moussa Sarr. Il est avocat à la Cour. Maître Sarr, bienvenue à vous. Merci Madame Baké, merci pour votre invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Walfadjri et l'ensemble des Sénégalais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Moussa Sarr, vous êtes avocat d'affaires, ancien président de l'Association des jeunes avocats du Sénégal, AJAS, ancien président de la Commission des relations extérieures de l'Association des jeunes avocats de l'Afrique de l'Ouest, AJAO, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Sénégal. Présentement, vous êtes membre de l'Union internationale des avocats et membre de l'Union panafricaine des avocats, président aussi de l'association Avocats d'Afrique. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, Madame Baké, c'est largement suffisant. Vous auriez dû vous contenter simplement d'avocat à la Cour, c'est largement suffisant. On ne saurait nous empêcher de le faire en tout cas. Merci. Comme vous êtes un acteur de la justice, pensez-vous, comme d'aucuns le soutiennent, que la justice sénégalaise est malade? Oui, c'est une évidence. La justice, elle est malade. Mais heureusement qu'on a diagnostiqué la maladie et on peut lui donner, n'est-ce pas, une qualification. On peut également trouver les moyens également de guérir ce malade. Quelle est sa qualification? Ben, écoute, la qualification, elle est là. La justice rencontre énormément de problèmes. Et parmi ces problèmes, celui qui est le plus agité, c'est l'indépendance des magistrats. C'est bien, mais on peut faire mieux. C'est bien, c'est vous seul qui le dites. Oui, j'ai dit, c'est bien de s'attarder sur le problème de l'indépendance des magistrats. Il y en a qui donnent une très mauvaise note à cette magistrature. Non, je ne dis pas que... Je dis c'est bien, n'est-ce pas, de parler de l'indépendance de la magistrature. Mais on peut faire mieux. On peut aller au-delà de l'indépendance de la magistrature pour régler l'ensemble des questions de la justice. Il y a d'autres problèmes qui sont là, n'est-ce pas? Autant il y a l'indépendance de la magistrature, n'est-ce pas, qu'il faut régler par rapport au pouvoir exécutif, mais également il y a l'indépendance de la magistrature qu'il faut régler par rapport au pouvoir d'argent, par rapport au pouvoir religieux, par rapport au groupe de pression, par rapport à d'autres sortes d'influences. Mais qui pèse le plus? Il y a l'exécutif quand même qui a une main assez forte. Non, oui, ça c'est une vision. Cette indépendance des magistrats. C'est une perception. Vous savez, nous avons une conception politique de l'indépendance de la justice. C'est pourquoi on résume toujours l'indépendance de la justice au rapport entre la justice et le pouvoir exécutif. C'est très important parce que nous sommes dans une société, dans un système démocratique où il y a la prééminence de la politique surtout. Mais à côté de ça, il y a d'autres formes de pouvoir qui sont là et qui causent également un grand tort. Les pouvoirs d'argent, les pouvoirs religieux, toutes sortes de groupes de pression également. Tout ça pose des problèmes. Mais il reste que du fait de cette conception éminemment politique de l'indépendance de la justice, on a tendance à se focaliser uniquement sur le pouvoir exécutif, pour ne pas dire le pouvoir politique. Comment faire pour guérir ce grand malade? Pour guérir ce grand malade, je vous l'ai dit tantôt, nous avons les moyens de guérir ce grand malade. D'abord en faisant quoi? En se mettant autour d'une table pour discuter, n'est-ce pas? Pour proposer des solutions raisonnables et qui sont conformes à notre histoire politique, à notre tradition. Heureusement, ça fait 1 mois ou 2 mois, une commission de concertation a été mise en place. J'espère qu'autour de cette concertation-là, tous les problèmes ont été posés. Cette commission s'occupait seulement des questions électorales? Non, je parle il y a une commission de concertation qui a été mise en place par le ministre de la Justice pour discuter des problèmes de la justice. C'est différent de la commission de concertation. Dirigée par le magistrat Seydou Nourouba. Non, dirigée par le diplomate Seydou Nourouba, ça c'est la question politique. Mais il y a une commission de concertation dirigée par le professeur Isaac Yankhoba Ndiaye qui discute des questions de la justice. Je dis bien, certainement, au cours de ces discussions, toutes les questions ont été abordées. Il y a l'indépendance de la magistrature vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais il faut discuter, comme je l'ai dit tantôt, de l'indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs d'argent, vis-à-vis des pouvoirs religieux, vis-à-vis des groupes de pression, revoir l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement, revoir également les rapports entre le parquet
n'est-ce pas, et les ministères de la Justice, voir comment, n'est-ce pas, mettre un bémol sur la toute-puissance du parquet qui, pour un oui, pour un non, arrête des citoyens et les envoie en prison, etc. Et il y a des solutions. Le parquet obéit à l'exécutif. Oui, mais ça ne pose pas de problème, c'est normal. Ça, c'est l'organisation de notre système judiciaire. Le parquet est rattaché... Raison pour laquelle beaucoup de personnes soutiennent que le nœud du problème se situe au niveau de présence du chef de l'État, le président de la République et du ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature. Ça peut être perçu comme un problème, mais le problème de la justice ne se résume pas à cela. Je dis bien, dans notre système judiciaire, il y a la magistrature assise, ce sont les magistrats qui jugent, il y a la magistrature debout, qu'on appelle ministère public, qui est chargé de poursuivre mais ne juge pas. Maintenant, conformément à notre organisation judiciaire, le parquet dépend, n'est-ce pas, de la chancellerie, qui dépend du pouvoir exécutif, il n'y a pas de débat sur ça. Et que, en fait, le parquet reçoit des instructions. Mais je dis, malgré ce rattachement, il est possible de mettre en place des réformes, n'est-ce pas, capables de diluer la toute-puissance, par exemple, du parquet. Supposons, avec la mise en place, s'il y avait une volonté politique, de mettre en place le juge de la liberté et de la détention, comme cela existe en France. Ça veut dire que le parquet poursuit, arrête. Mais avant de placer quelqu'un sous mandat de dépôt, on présente la personne arrêtée, poursuivie, devant le juge de la liberté et de la détention, pour permettre aux avocats et permettre à ce juge d'apprécier souverainement est-ce que cette personne mérite d'aller en prison. Ça, c'est un moyen de diluer la toute-puissance du parquet, etc. etc. Il y a également, sur le plan, n'est-ce pas, des textes, il y a ce qu'on appelle des archaïsmes textuels. L'offense à un chef de l'État, à un moment historique, ça pouvait se comprendre, mais aujourd'hui, je pense que c'est un texte dépassé, désuet, il faut le sortir. Il y a également, dans nos textes, des textes qui empêchent à un magistrat d'avoir un pouvoir d'appréciation. Par exemple, sur des questions de délit économique et douanier, lorsqu'il y a un PV de douane, le magistrat est lié, il ne peut pas apprécier. Et le propre d'un magistrat, n'est-ce pas, c'est avoir la possibilité, lorsqu'on lui défère des faits et une personne, de pouvoir apprécier. Ça, c'est des archaïsmes, n'est-ce pas, qu'il faut enlever dans nos corpus de règles, etc. Donc, pour moi, il faut travailler à la modernisation de notre justice, qui va au-delà de la seule question portant sur l'indépendance de la magistrature. C'est déjà fait avec le projet des assises nationales. À l'ensemble des On l'avait déjà fait. Quoi, par exemple? Lors des assises nationales. Non. Les assises nationales ne portaient pas spécifiquement sur la justice. Les assises nationales portaient sur plusieurs questions. Il y a quand même quelques questions sur la justice. Mais je dis, il faut qu'on se mette autour d'une table, n'est-ce pas, pour discuter des questions spécifiques de la justice. Maintenant, j'espère bien que cette commission chargée de concertation, chargée de discuter sur la question de la justice, a déjà peut-être plonger sur toutes ces questions-là, je l'espère. En tout cas, nous attendons ces résultats. Si je vous suis bien, Maître Sarr, vous êtes pour la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature? Non, je ne suis pas pour ça. Non, je ne me suis pas encore prononcé sur ça. Je vous ai simplement dit tantôt que la question, le problème de la justice ne se limite pas uniquement à la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature. Je dis bien, dans notre organisation actuelle, le chef de l'État, le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature. En France, le chef de l'État et le ministre de la Justice faisaient partie du Conseil supérieur de la magistrature jusqu'en 2010. C'est en 2010 qu'en France, qu'on a réformé le Conseil supérieur de la magistrature pour faire sortir le chef de l'État et le ministre de la Justice. Et aujourd'hui, c'est le président de la Cour de cassation, n'est-ce pas, qui préside au Conseil supérieur de la magistrature. Moi, personnellement, je pense que le chef de l'État peut sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Pour un pays qui fait partie des 25 pays les moins développés, je pense que le chef de l'État a autre chose à faire que de siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je suis pour le départ du chef de l'État, parce que sa présence n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Souvent, vous entendez, un conseil devait avoir lieu, mais le chef de l'État a voyagé. Je pense qu'il y a tellement de problèmes dans ce pays que le chef de l'État peut s'atteler à autre chose et se libérer de cette tâche-là. Le seul hic, c'est qu'il gère la carrière des magistrats. Non, c'est pas lui. À travers les affectations et les jeux de chaises musicales. Non, Madame Baké, c'est pas lui directement. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui gère la carrière des magistrats et la discipline des magistrats. Maintenant, le Conseil supérieur est dirigé par le chef de l'État. Mais c'est le conseil. Et il y a des magistrats qui siègent. Dans le conseil, il y a 16 magistrats. Il y a 12 magistrats de droit et 4 qui sont élus. Donc il y a 16 magistrats qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature. Choisis par le chef de l'État. Non, c'est le droit. Ils ne sont pas choisis par le... Peut-être c'est le Conseil qui les avait nommés comme président de cour d'appel, président de cour suprême, mais c'est des membres de droit. Il y a 12 membres de droit, les chefs de cour, les chefs de parquet, etc. C'est des membres de droit. Et 4 qui sont élus. Mais il reste que
même s'ils ont été nommés à la suite d'un conseil supérieur de la magistrature comme président de cour ou de cour suprême ou chef de parquet, il reste que c'est des magistrats, plus 4, donc il y a 16 magistrats qui sont là. Les magistrats ont-ils démissionné, comme le constate Ibrahima Dem? Bon, c'est son avis, je ne le pense pas. Je ne pense pas que les magistrats ont démissionné. Les magistrats, ainsi que tous les acteurs de la justice, continuent à se battre tous les jours pour le renforcement de l'indépendance de la magistrature. C'est son point de vue, que je respecte. Mais moi, je ne pense pas que les magistrats sénégalais ont démissionné. Maintenant, le système judiciaire a des difficultés, a des problèmes. Il faut qu'on discute objectivement pour trouver des solutions dans l'intérêt des concitoyens. C'est pourquoi je disais tantôt que la question de la justice ne peut pas et ne doit pas être réduite, n'est-ce pas, à la question du renforcement de l'indépendance de la magistrature. Mais elle doit prendre en charge d'autres questions. La question des greffiers, le renforcement des moyens, la formation continue. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une justice libre, indépendante, dont les magistrats ne sont pas bien formés. Ce que j'entends par bien formés, ça veut dire qu'il y a de nouvelles matières, des nouvelles matières du futur, n'est-ce pas, qui sont là et qui n'ont pas été formés à ça. Donc, une bonne justice suppose également des décisions de qualité. Donc, c'est tout ça, n'est-ce pas, qu'il faut mettre autour de la table et régler cela. Et nous avons les moyens de régler ces questions-là. Et dans l'intérêt, encore une fois, de l'ensemble de nos concitoyens. Oui, présentement, surtout si on se réfère au procès le plus récent, celui de la caisse d'avance à la mairie de Dakar, pensez-vous qu'au soir du 30 mars, le juge a prononcé une sentence au nom du peuple? Ah oui, oui, je le pense. Je pense qu'il n'y a aucun doute qu'une décision au nom du peuple a été rendue. Je n'ai aucune raison de le contester. Les tribunaux, les cours et tribunaux rendent des décisions au nom du peuple sénégalais. Et le 30, j'estime qu'une décision a été rendue au nom du peuple sénégalais. Maintenant, comme toute décision de justice, elle peut faire l'objet d'une contestation. Il n'existe pas à travers le monde une décision qui contente tout le monde. Dans un procès, il y a une partie contre une autre, ou une partie contre d'autres parties, ou des parties contre d'autres parties. Donc forcément, il y a un gagnant et un perdant. Oui. Donc forcément, toute décision peut faire l'objet d'une critique objective par rapport au contenu de la décision, comme peut faire l'objet de critiques portant sur des éléments extra-juridiques ou extrajudiciaires. Oui, raison pour laquelle on peut parler de fortunes diverses pour les incriminés dans le verdict du procès de la caisse d'avance à la mairie de Dakar. Certainement. Comment appréciez-vous les charges retenues contre le maire de Dakar et compagnie? Non, écoutez, moi dans ce procès, je défendais les percepteurs. Oui. J'estime que le droit a été dit, parce que tout au long de ce procès... Êtes-vous convaincu qu'ils doivent bénéficier d'une relaxe? Mais il n'y a aucun doute pour ça. J'ai dit le procès, tout le monde a assisté à ce procès. Les percepteurs, ainsi que nous, avocats des percepteurs, nous avons démontré tout au long de ce procès pendant un mois que les percepteurs n'ont fait qu'appliquer la loi. Et ça, il n'y a pas de doute. Donc, en ce qui concerne les percepteurs, le droit a été dit, cela ne fait l'objet d'aucun doute. Même s'ils émettaient les chèques? Mais non, ce n'est pas ça le problème. La question, c'est est-ce qu'ils émettaient les chèques conformément à la procédure? Oui, il a été démontré que tous les paiements qui ont été faits par les percepteurs ont été faits conformément à la réglementation. Et il n'y a pas de débat. Ça, personne ne peut contester la régularité de ces paiements-là. C'était ça la question. Ce n'est pas de ne pas payer, ils doivent payer. Mais c'est dans quelles conditions ils doivent payer. En l'espèce, toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils payent. Donc, on ne peut rien, absolument rien reprocher aux percepteurs et c'est la raison pour laquelle ils ont été relaxés. Et ce qu'ils leur demandaient de payer, on les a incriminés? Non, écoutez, moi, conformément à nos règles éthiques et déontologiques, je ne ferai pas d'appréciation sur les autres prévenus. Il appartiendra à leur avocat de se prononcer sur le cas. N'est-ce pas? Moi, ce que je sais de cette affaire, c'est que mes clients ont respecté la réglementation et ils ont été relaxés à bon droit. Maintenant, je peux donner une appréciation en tant que citoyen d'un comportement. En tant que citoyen? Citoyen, mais pas sur la décision. Oui. Sur la décision concernant les autres prévenus, je dis déontologiquement, je ne peux pas le faire. Ma déontologie me l'interdit. Il appartiendra aux avocats des autres prévenus de se prononcer sur le bien fondé de la décision. Maintenant... Mais pour ce cas d'espèce, une sentence de 5 ans, est-ce assez lourd? Non, écoutez, le quantum de la peine, il est prévu par nos textes. Maintenant, le tribunal a estimé qu'il
il y avait lieu de condamner, il y a une condamnation. Mais je dis encore une fois, je ne peux pas faire, je ne dois pas faire d'appréciation sur le client des autres par rapport à cette décision-là. Parce que ma déontologie me l'interdit. Oui. Pour mes clients, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Oui. C'est-à-dire que le droit a été dit. Maintenant, par rapport à ce procès-là, où c'est un homme politique d'envergure qui a été mis en cause, je peux moi me prononcer en tant que simple citoyen oui. sur le comportement du maire. Oui. Pendant un mois, j'ai été à moins d'1 mètre du maire. De Dakar, Khalifa Sall. Pendant un mois lors oui. du procès. Oui. Ça, c'est un point de vue, c'est un témoignage d'un citoyen. Ce procès, certainement, fait partie des moments les plus douloureux de sa vie. Mais j'ai pu voir, et ça je témoigne objectivement, un homme qui ne s'est jamais départi de sa courtoisie, malgré les attaques de certains avocats. Un maire qui a gardé un moral de fer, tout le temps souriant, tout le temps courtois. Lorsqu'il s'adressait au tribunal, et parfois qu'il y avait une erreur d'appréciation de sa part, et que lorsque le tribunal l'interpellait, il s'excusait. Vraiment, personnellement et humainement, j'ai vu un grand homme qui n'est jamais descendu de son piédestal. Il ne fait aucun doute que c'est un homme d'État. Maintenant, pour le reste, ce que je peux lui souhaiter, c'est le meilleur. Ça, c'est un témoignage personnel. Il a fait preuve de grandeur tout au long de ce procès, tout au long. Oui, c'est vraiment remarquable. C'est remarquable. Comme vous l'avez dit, cet homme d'État, si les mêmes charges sont retenues contre lui, après avoir épuisé tous les recours qu'offre la justice, pourra-t-il être éligible à la présidentielle de 2019? Bon, certainement non. Si tous les recours, s'il a été condamné, confirmé, si sa condamnation est devenue définitive, certainement, il ne pourra pas être candidat. Oui. J'ai dit, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. On n'est pas encore là. Alors là, Maître Moussa Sarr... Certainement, ses avocats ont déjà fait appel. Oui. Voilà ce qui me pousse à vous demander si vous n'êtes pas tenté de penser que le délit d'ambition figure dans notre code pénal. Ou non, ce délit n'existe pas dans le code pénal. Non. Je m'explique. Non, parce qu'on a vu des hommes politiques comme Karim Wade et Khalifa Sall avoir des démêlés avec la justice et eux tous sont des présidentiables. Oui, mais écoutez, ce n'est pas parce que des hommes politiques ont des démêlés avec la justice qu'il existe dans notre code pénal le délit d'ambition. Ça n'existe pas. Ça, c'est le propre, en fait, du monde politique. Je dis de tout temps, à chaque fois qu'un homme politique d'envergure a un conflit ou est en conflit avec la justice, il y a toujours une interprétation d'ordre politique. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Oui, mais je vous dis, regardez en France, l'affaire Fillon. Tout le monde a crié au scandale, la droite, une large partie de la droite, pour dire que c'est politique. Et jusqu'à présent, ils disent, autant dans la mise en examen, la justice allait vite, mais après, la justice est au ralenti. Jusqu'à présent, il n'y a pas une ordonnance de renvoi. Lorsque Marine Le Pen, n'est-ce pas, a été impliquée dans l'affaire des instances parlementaires en pleine campagne présidentielle, a été convoquée, elle a refusé de déférer en disant que la justice a été instrumentalisée. L'ancien président Sarkozy, ça fait 2 semaines, a crié encore également à l'instrumentalisation de la justice. Avant-hier, Lula, au Brésil, il est actuellement en tête des sondages à 6 mois des élections. Oui. Écoute, il doit être incarcéré d'un moment à l'autre. Et on crie également au scandale politique. Jacob Zuma, hier également, qui passait devant une juridiction sud-africaine pour corruption. Ça, c'est le propre, en fait, du monde politique. Oui. De manière générale, les hommes politiques, ou certains, pour être plus précis, certains hommes politiques pensent, n'est-ce pas, qu'ils sont au-dessus de la justice. N'est-ce pas? Ce qui fait que vous allez cautionner ces procès qu'on a vécu au Sénégal. Non, du tout. Je dis, de manière générale, certains hommes politiques pensent parce qu'ils sont des hommes politiques. Mais pour ils bénéficient, je vais en venir, ils bénéficient d'une immunité de fait, voire une impunité. Je pense que ça, c'est propre à tous les hommes politiques du monde. Maintenant, pour ce cas précis, moi, je ne peux pas dire que c'est un procès politique. Maintenant, on peut dire que le procès a une inspiration politique. Parce que quand l'IGE dépose un rapport, il appartient au pouvoir exécutif d'envoyer ce rapport au parquet. Le parquet également, vu le rattachement qu'il a avec la chancellerie, reçoit des ordres de la chancellerie. Donc, dans son inspiration, le procès est certainement politique. Mais dans les faits, à l'audience, le procès, il n'est pas politique. C'est des faits précis qu'on reproche à des personnes. Et il appartient à ces personnes-là de démontrer en quoi ce qu'on leur reproche ne tient pas
Et pour le procès de Karim Wade à la CREI, c'est la politique qui a trouvé la solution avec la grâce présidentielle et l'expédition même de ce... Bon, écoutez, madame, vous savez, la grâce, c'est un mécanisme qui est prévu. Karim Wade n'est pas le seul à en bénéficier. D'autres Sénégalais, à l'occasion des fêtes religieuses, en bénéficient. C'est un mécanisme... Mais il a été le seul qui, en 2 heures de temps, a été gracié et sorti du territoire national. Certainement. Vous savez, la CREI a une tare aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi? C'est que la CREI, quasiment, ne vise que des hommes politiques. Parce que lorsqu'on parle une cour contre l'enrichissement illicite, pourquoi on devrait viser spécifiquement les hommes politiques? Dans ce pays, Madame Baké, depuis très longtemps, en plus des hommes politiques, il y a des gens qui sont enrichis et les gens ne savent pas comment ils sont faits pour s'enrichir. Il y a certains fonctionnaires qui sont excessivement riches dans ce pays. C'est assez étonnant. Un pays où c'est certains fonctionnaires qui sont les personnes les plus riches que les hommes d'affaires. Il y a d'autres qui ne sont ni fonctionnaires, ni hommes d'affaires et qui sont riches. Je pense que l'enrichissement illicite doit concerner toutes ces personnes-là. Il ne faut pas que l'enrichissement illicite soit focalisé uniquement sur la classe politique ou certaines personnes de la classe politique. Ça doit viser certains fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires qui se sont enrichis sans raison. Et Dieu sait, il y en a plein dans ce pays. Et autres personnes affairistes qui n'ont aucune activité visible et qui s'enrichissent. Je pense que toutes ces personnes-là doivent être convoquées et qu'ils disent où est-ce qu'ils ont pris les milliards. Et non pas se contenter juste de parler des hommes politiques. C'est ça qui force le jeu. Et dès lors que c'est des hommes politiques, et plus particulièrement ici, semble-t-il, il y avait une liste d'une vingtaine de personnes. 25. Et c'est une seule personne qui a été jugée. Mais c'est très facile après, comme système de défense, qu'on puisse dire que c'est un procès politique. Moi, j'estime que cette cour, elle est utile. Elle est utile. Maintenant, on peut remettre en cause, en fait, c'est l'absence d'un double degré de juridiction. Ça, c'est pas conforme. On peut réformer les textes, mettre un double degré de juridiction. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand vous êtes condamné en première instance, que vous ayez la possibilité de faire appel avant de faire un pouvoir, pour respecter certains standards internationaux. Mais je dis, on ne peut pas être dans un pays qui fait partie des 25 pays les moins avancés du monde, qu'un groupuscule de personnes, pas que politique, j'ai dit politique, certains hauts fonctionnaires, des affairistes, courent sur des milliards sans que personne ne puisse les interpeller pour qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont pris cet argent. C'est inadmissible et inconcevable dans un État. Oui, mais pour ce qui concerne la CREI, le renversement de la charge des... Ça ne me gêne pas. C'est lié à la spécificité. Pourquoi ça me gêne? Ça ne me gêne pas. En matière même de blanchiment d'argent, même en France, en matière de blanchiment d'argent, il y a certaines infractions où il y a un renversement de la charge de la preuve. Ça ne me gêne pas. C'est lié à la spécificité. Ce n'est pas parce qu'il y a un renversement de la charge de preuve, ce n'est pas conforme. C'est une exception liée à la nature de l'infraction. Ça ne me gêne pas. Ce qui est gênant, c'est l'absence d'un double degré de juridiction. Mais également, on peut me dire, on peut me rétorquer, ce n'est pas nécessaire, on peut le juger dans les tribunaux de droit commun, qu'importe. Mais dans ce pays, il doit y avoir une reddition des comptes, il doit y avoir une transparence dans la gestion des affaires publiques, encore une fois. Et le problème, ce n'est pas que notre classe politique, Madame Baké, c'est un problème général, beaucoup plus profond. Je dis encore une fois, dans ce pays, les gens les plus riches, ce n'est pas les hommes d'affaires. C'est certains fonctionnaires qui sont les plus riches dans ce pays. Et ça fait désordre. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Et des gens qui n'ont aucune activité. Vous en savez plusieurs. Comment ils font pour s'enrichir? Je pense qu'il faut que tout le monde puisse rendre compte concernant les personnes qui ont un certain niveau de vie que rien ne justifie. En plus des personnes qui ont des charges publiques. Parce que c'est des deniers publics. Ça appartient à l'ensemble de la population sénégalaise. Tantôt, vous avez indiqué que le procès de Khalifa Sall a une inspiration politicienne. Je dis on peut considérer qu'il y a une inspiration politique. Alors, que répondez-vous à ceux qui veulent une justice pour tous? C'est-à-dire, il y a des pontes actuels du pouvoir qui ont été épinglés par des rapports et jusqu'ici, il n'y a pas eu de poursuite. Moi, Madame Baké, je me bats tous les jours en décidant d'être avocat. Je le fais par vocation. C'est un engagement de ma part. Je suis contre toutes sortes de discrimination. Je suis contre toute justice sélective. Je disais tantôt que même par rapport au débat sur l'indépendance de la justice, on ne doit pas se focaliser uniquement à la question du renforcement de l'indépendance de la magistrature. On doit prendre en compte toutes sortes de pouvoirs pouvant influencer négativement le fonctionnement de la justice. Moi, je me bats tous les jours pour que le paysan de Dialakoto, l'éleveur du Djolof, l'agriculteur de la vallée ait les mêmes droits
Et il faut qu'on continue à se battre pour cela. Moi, je suis un militant, n'est-ce pas, qui se bat tous les jours pour la justice et le progrès social. Maintenant, il faut continuer le combat. L'indépendance de la justice, c'est un combat de toujours et pour toujours. À chaque génération, à chaque époque, il y aura des questions brûlantes sur l'heure. Il appartiendra à cette génération-là de prendre en charge cette question, de les régler et de les dépasser. Oui. Mais je dis, cette question d'indépendance, elle est consubstantielle à la justice. C'est une question qui va continuer à être posée pour toujours. Oui. Mais il faut qu'on se batte pour régler les urgences de l'heure. Oui. Maître Moussa Sarr, un des dégâts collatéraux du procès de la caisse d'avance, il s'agit de l'affaire Barthélémy Diaz. En écoutant ces propos, décelez-vous des mots outrageants? Bon, écoutez, comme j'ai dit également tout à l'heure, je ne suis pas avocat de Barthélémy. Je ne suis pas dans le procès. Conformément à ma déontologie, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas le fond du dossier. Il appartient à ces avocats de se prononcer. J'ai eu simplement écho dans la presse des propos très forts qui ont été tenus par M. Diaz. Vous les jugez non, forts? Je les qualifie. Oui, c'est des propos forts, ça, c'est évident. C'est des propos forts. Mais ce n'est pas parce que c'est des propos forts que c'est constitutif d'un délit. Ça, il appartiendrait au tribunal d'apprécier souverainement est-ce que ces propos forts sont constitutifs d'un délit. Et ça, il appartiendra au tribunal de le qualifier. Maintenant, il reste que ce type de procès, c'est ce que certains praticiens du droit appellent, n'est-ce pas, le contentieux de bas étage, le contentieux de l'insulte, le contentieux du mépris, le contentieux de l'invective. Je pense que notre démocratie, notre espace public n'a pas besoin de ce type de contentieux-là. Donc, il appartient à tous les acteurs de l'espace public, qu'ils soient des hommes politiques ou autres, de faire preuve de calme et de sérénité. Je pense qu'on peut dire certaines vérités, on peut régler des problèmes sans en arriver à ces extrêmes. Dans le landerneau politique, il n'est pas le seul à s'offusquer du travail des magistrats. Avant lui, il y a eu un vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, qui a même souligné, dit publiquement, haut et fort, que les magistrats sont tous corrompus. Bon, écoutez, moi, ça, je n'entre pas dans ce débat. Ce que je peux dire, Mme Baké, c'est que les citoyens ont le droit de s'offusquer ou de manifester leur mécontentement par rapport à la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Donc, dans un État démocratique, dans un État de droit, c'est même souhaitable que les citoyens disent ce qu'ils pensent de leur justice. Maintenant, tout cela doit être fait dans le respect et dans la courtoisie. Mais c'est souhaitable. Nous sommes dans un État démocratique. Il faut que les gens disent ce qu'ils pensent. Mais tout cela doit se faire, n'est-ce pas, dans la courtoisie, dans le dialogue, dans la concertation, etc. Moi, je suis partisan de cette vision-là. Mais il faut dire les choses qui méritent d'être dites. Oui, 2 ans. C'est la peine requise par le procureur de la République dans ce procès. Oui, ça, c'est le parquet. Oui. Je dis le parquet poursuit, c'est le parquet qui l'a fait arrêter. Oui. Le parquet qui poursuit. C'est normal que le parquet qui l'a fait arrêter demande qu'il soit condamné. Mais c'est juste, n'est-ce pas, un réquisitoire, une demande. Le tribunal peut ne pas suivre le parquet. Le tribunal peut le relaxer. Le tribunal, si après analyse des propos, estime que ce n'est pas constitutif, n'est-ce pas, de délit, peut le relaxer. J'ai dit les propos peuvent être forts sans être constitutif de délit. Il appartient au tribunal d'apprécier. Comme le tribunal peut apprécier pour estimer que c'est un délit et condamné. Maintenant, le parquet est dans son rôle. C'est une simple demande qui ne lie pas le tribunal. Ce n'est pas parce que le procureur a demandé 2 ans qu'il sera condamné. Non. Le tribunal est libre. C'est le tribunal qui juge. Et encore une fois, les magistrats sénégalais du siège ont les moyens d'être libres. Parce que dans le secret de leur délibération, personne n'y est. Ils sont seuls 3 magistrats à y être. Donc, s'ils veulent être libres, ils le seront. Moi, je n'ai pas de doute sur ça. La magistrature assise au Sénégal a les moyens de sa liberté. Donc, il leur appartiendra d'apprécier, soit de le relaxer, soit de condamner. Oui. Mais est-ce que Barthélémy n'est pas condamné d'avance? Pourquoi vous le dites? Le juge, excusez-moi de la répétition, qui doit juger l'affaire est juge et partie. Parce qu'il fait partie des magistrats. Et ce sont les magistrats qui se sont sentis offusqués par Barthélémy Diaz. Ça, c'est une analyse au premier degré. Ce n'est pas parce que c'est des juges que forcément ils sont juges et partis. C'est une analyse au premier degré. Moi, dans ma courte carrière d'avocat, j'ai vu des magistrats être en conflit avec leur bonne, etc. Ici au tribunal, l'affaire a été plaidée et la bonne a été relaxée, etc. Non,
Ce n'est pas parce que des magistrats sont en jeu que les magistrats ne sont pas libres ou les magistrats ne sont pas des personnes objectives. C'est des personnes objectives. On les défère des faits, une personne, ils analysent objectivement pour voir est-ce que les faits qui sont reprochés à telle personne sont fondés, oui ou non. Mais donnez-nous la ne raison pensez pas qu'ils d'histoire. seront dans un corporatisme, je ne le pense pas, non. Je dis à plusieurs occasions, des magistrats ont été impliqués, n'est-ce pas, dans des procès et ils l'ont perdu. Non, ce n'est pas lié à ça. Moi, dans mon propre cabinet, j'ai initié des procédures immobilières contre un magistrat, son immeuble a été vendu. Non, non, c'est un faux procès qu'on fait aux magistrats. Les magistrats ont les moyens d'être indépendants, c'est des personnes capables d'objectivité, de hauteur. Donc, faisons leur confiance et laissons la justice faire son travail. Et après, on appréciera. Oui, Maître Moussa Sarr, vous êtes le coordonnateur du pool d'avocats, des avocats de la défense dans le procès de l'imam Alioune Ndao qui s'ouvre ce lundi 9 avril. Pour ce cas d'espèce, est-ce que nos juridictions sont assez outillées pour réprimer le terrorisme, voire l'apologie au terrorisme? Bon, écoutez, oui, je le pense. Pourquoi? C'est vrai que c'est la première fois, quasiment, qu'une affaire de présumés terroristes de cette ampleur est jugée. Mais ils sont parfaitement en mesure. Nous avons une justice quand même bien organisée, huilée, avec des magistrats qui ont une compétence. Il est vrai qu'une compétence, elle n'est pas figée dans le temps. N'est-ce pas? Il faut des formations codées, etc. Il y a de cela quelques semaines, même un séminaire avait été organisé par les hautes juridictions de la zone des pays parlant le français qui parlait en fait du terrorisme. Je pense que nos magistrats sont outillés pour se prononcer sur cette question-là. C'est une question de droit pénal où on demandera aux 32 accusés est-ce que les faits qui leur sont reprochés, ils sont coupables oui ou non, et on les interrogera sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Les magistrats de la chambre criminelle sont parfaitement outillés, n'est-ce pas, pour dire le droit, et je ne doute pas un seul instant que le droit sera dit sur cette question-là. Toutefois, c'est un procès qui est parti pour être un marathon. Mais forcément, ça va être un marathon. Il y a 32 accusés. C'est normal, ça va être un marathon, ça va durer plusieurs semaines. Mais le plus important, c'est que ce soit un procès juste et équitable pour permettre à tous les 32 accusés ainsi qu'à leur conseil de se prononcer librement, de poser toutes les questions, n'est-ce pas, qu'ils souhaitent poser, de faire les déclarations, n'est-ce pas, que ces personnes souhaitent faire, et après la Chambre va rendre sa décision. Même si moi j'estime que mon client, Imam Alioune Ndao, n'avait rien à faire dans ce procès. Voilà, ça c'est l'État du Sénégal qui, dans la lutte contre le terrorisme, fait de ce dossier un bilan de sa lutte contre le terrorisme. Et ils ont mis mon client Imam Ndao comme guide de prétendus combattants. Mais mon client n'a rien à voir dans cette affaire. Il n'y a aucune preuve confondante, aucune preuve matérielle contre mon client. Tout est imaginaire. De là, maître, on parle de diplomatie avec la vague de colère musulmane, on pourrait dire, née du passage de maître Sidiki Kaba à Jérusalem, encadré par la sécurité israélienne. Si tout se passait bien, devrait-il rester dans le gouvernement? Bon, écoutez, ah oui, pourquoi? Le fait qu'il reste dans le gouvernement relève de l'appréciation souveraine du chef de l'État. Oui. Si M. Kaba est allé en Israël, c'est sur... Il n'est pas parti de sa propre initiative. Non. Sauf erreur de ma part, il est parti dans le cadre d'une visite officielle. Oui. Très bien, à partir de ce moment-là. Et c'est le chef de l'État qui détermine la politique étrangère. Donc lui, il n'est chargé que de l'exécuter. Donc, on ne peut rien lui reprocher sous ce rapport par rapport au gouvernement. Oui. Cela ne vous gêne pas, cet acte qu'il a posé? Il y a autre chose. Ça, ce n'est pas M. Sidiki Kaba. Oui. Ça, c'est l'État du Sénégal qui a pris cette décision. Moi, j'estime que cette visite-là, elle est inopportune. Même si je suis partisan d'une diplomatie ouverte où le Sénégal doit dialoguer avec tout le monde. Le Sénégal doit discuter, échanger avec Israël. Mais en l'état actuel, n'est-ce pas, ce voyage était inopportun. Et le Sénégal joue un rôle extrêmement important dans la Oumma islamique. Par rapport à la question palestinienne, l'État sénégalais a toujours soutenu l'État palestinien. Sauf erreur de ma part, l'ambassade de Palestine au Sénégal, c'est la première ambassade, l'ambassade de Palestine est la première ouverte en Afrique. Je pense qu'on doit rester dans cette dynamique-là. Maintenant, il faut également que l'État du Sénégal discute avec Israël pour favoriser un rapprochement, pour essayer de régler cette question-là. Parce que la discussion, elle est nécessaire, elle est inévitable. Mais j'estime que sur le plan diplomatique, sur le plan politique, cette visite, elle est inopportune. Oui. Ça, elle est inopportune. Et elle va causer même d'autres dégâts dans l'avenir.
Bon, certainement, mais je pense qu'on peut les dépasser. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que cette visite n'avait pas sa raison d'être en ce moment. Oui. Maintenant, sur le principe de discuter avec Israël, oui, moi, je suis partisan pour qu'on échange avec Israël, tout en soutenant de manière affirmée et réaffirmée, n'est-ce pas, tout notre soutien à la Palestine. Mais il faut créer les conditions d'une discussion entre l'État d'Israël et les Palestiniens pour trouver un accord permettant, comme le souhaite la communauté internationale, la création d'un État palestinien. Par rapport au terrorisme, ne craignez-vous pas des représailles? Non, 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 non. De prime abord, je n'ai aucune raison de penser, parce que M. Kaba est allé en Israël, qu'il y aura une répercussion en termes de terrorisme. Bon, je ne le souhaite pas. Et je pense que, bon, écoute, nous avons un État relativement bien organisé. Et je pense également les populations, parce que la lutte contre le terrorisme, elle est beaucoup plus une lutte préventive, fondée sur le renseignement, où toute la population coopère pour éviter des situations pareilles. Mais quand même, je ne le pense pas. Maintenant, ça peut écorner un peu l'image du Sénégal par rapport à la Oumma islamique. Et nous, quand même, tout le monde le sait, nous avons des relations vraiment séculaires avec, n'est-ce pas, les pays admettez islamiques. Aussi qu'on peut s'attirer les foudres de ces terroristes. Oui, oui, oui. Mais je ne pense pas qu'on arrive à cela. C'est une éventualité. Il ne faut rien exclure quand on gère un État. Il n'y a pas de risque zéro. Il faut apprécier une question sous tous ses angles. Mais moi, j'analyse en termes de conséquences beaucoup plus par rapport à l'image écornée du Sénégal dans ses relations avec la Oumma islamique. La chose politique, elle vous intéresse? Oui, je suis un citoyen. Je suis la chose politique. Je ne suis pas un acteur. Oui. Je n'ai pas décidé de faire la politique, mais je m'intéresse à la politique parce qu'il y va de mon devenir et du devenir des citoyens sénégalais. Donc, tout citoyen doit s'intéresser à l'activité politique en donnant son point de vue. Dans cette logique, le parrainage, parlons-en. Cette loi qui divise même les constitutionnalistes, êtes-vous parmi ceux qui disent qu'elle ne doit pas passer? Bon, écoutez, moi, j'ai un avis sur cette question. Oui. Moi, je suis pour le parrainage, mais pas maintenant. Mais je suis pour le parrainage. Je suis clair, hein? Moi, je suis pour le parrainage. Le parrainage, le Sénégal l'a tiré d'où? On s'est inspiré de la France. Le parrainage a démarré en France avec l'institution de l'élection du président au suffrage universel direct à la suite du référendum de 62. On avait instauré le parrainage par les élus pour, n'est-ce pas, avoir un filtre pour éviter des élections fantaisistes. C'est ça l'origine. Ce n'est pas parce que nous sommes en démocratie que tout le monde doit être candidat. La démocratie doit être organisée, doit être encadrée, etc. Donc moi, sur le principe, je suis pour le parrainage. Ce qui se passe au Sénégal pose problème. On ne peut pas, dans un pays de 15 millions d'habitants, avoir 300 partis politiques. Non, je dis, ce n'est pas bien pour l'hygiène démocratique. Oui. Je suis pour le parrainage. Maintenant, ce parrainage citoyen... Mais on peut trouver une solution avec le nombre de partis qui vont aux élections. Non, moi, vous m'avez demandé mon avis. J'ai dit, je suis pour le parrainage qui permet de faire un filtre pour éviter, n'est-ce pas, des candidatures fantaisistes, pour éviter des élections désorganisées. Mais je dis encore une fois, la période est mal choisie. La période, elle est suspecte. À 10 mois des élections, pour des questions d'éthique démocratique, je ne pense pas qu'il faille le mettre en place ce moment-là. À moins qu'il y ait une discussion entre les acteurs politiques. S'il y avait une discussion entre les acteurs politiques pour trouver un accord, pas de souci. Mais dès lors qu'il y a une rupture de dialogue, la période me paraît suspecte. Par conséquent, ça me paraît inapproprié. Mais je suis pour le parrainage. Il faut qu'on organise notre système démocratique également. Il faut qu'on l'organise. Parce que la finalité, c'est pour éviter des candidatures fantaisistes. Je dis même, prenons l'exemple de la France. Lorsque le parrainage a été institué en 62, avec 100 élus, mais en 76 en France, on a revu le parrainage pour en mettre 500. Parce que lors des élections en France, de 69, n'est-ce pas, 65, 69, 74 en France, il y avait une désorganisation monstre des élections présidentielles en France. Et le Conseil constitutionnel avait fait une déclaration en 1974 pour dire qu'il faut renforcer le filtre. C'est même le juge politique qui a décidé de renforcer le filtre. Et on a pris une loi en 1976 pour ramener, n'est-ce pas, à la hausse de 100 à 500. C'est nécessaire pour un système démocratique. Mais
Pour moi, au Sénégal, c'est une question d'opportunité. À 10 mois des élections, la période, encore une fois, me paraît suspecte. Et que, bon, s'il n'y a pas un large consensus, ça me paraît poser un problème et ça va polluer l'espace politique inutilement. Mais encore une fois, je suis pour le parrainage. D'après certains constitutionnalistes, on ne doit pas changer le mode d'élection si on n'a pas fait de référendum. Bon, ça c'est tout simplement une discussion là. Moi, je suis d'avis qu'on peut modifier son référendum. Il est vrai que le parrainage, on pouvait le mettre lors du référendum passé, mais également on peut le faire par la voie législative. Il n'y a pas de débat sur ça, c'est mon avis. Surtout que lors du référendum, on avait permis aux candidats indépendants de participer à toutes les élections. Bon, écoutez, le parrainage existe déjà, ce n'est pas une nouveauté. Oui, mais pour les indépendants. Oui, mais je dis bien, Madame Mbacké, démocratie pour démocratie. Pourquoi lorsqu'on instaure le parrainage pour les indépendants, on le refuse pour les hommes, pour les partis politiques? Ce n'est pas des citoyens comme les hommes politiques? Non, il faut qu'on soit cohérent. Lorsqu'on a instauré le parrainage qui est toujours applicable pour les indépendants jusqu'à jour, je n'ai vu aucun parti politique, n'est-ce pas, poser la question démocratique en termes de mesures antidémocratiques. Les indépendants font partie des citoyens. Tous les citoyens ont le droit de briguer le suffrage de leurs concitoyens. Et ça n'a choqué personne. Donc si on l'élargit aux partis politiques, moi ça ne me gêne pas. Maintenant, c'est le moment. J'estime que ce n'est pas opportun. Nous sommes en période préélectorale, il y a des tensions en l'air. Je pense que c'est rajouté, n'est-ce pas, à cette tension. Et notre pays n'a pas besoin de ça. Mais s'il n'y a pas un accord, on pourrait, n'est-ce pas, différer cette mesure. Et après, mais j'estime que c'est nécessaire, n'est-ce pas, pour la salubrité et l'hygiène démocratique. Parce qu'il faut que l'entrepreneuriat politique cesse dans ce pays. Il y a des gens... Vous entendez par entrepreneuriat politique? Mais écoutez, dans ce pays, la politique est devenue un métier. Certaines personnes pensent que le moyen le plus rapide pour s'enrichir, c'est faire de la politique. Il faut que ça cesse. Nous sommes dans un pays pauvre. Les maigres ressources que nous avons doivent servir à soigner, à éduquer les Sénégalais. Et non pas à entretenir une caste politique ou une caste bureaucratico-politique. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas normal. La politique n'est pas une activité. C'est pourquoi vous voyez une floraison d'organisation de mouvements politiques, surtout à la veille de ces élections. Tout un chacun, deux poulets, trois tondus, crée un mouvement, n'est-ce pas, pour participer au marchandage. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête cet entrepreneuriat politique. La politique n'est pas un métier, c'est un engagement. Moi, j'ai énormément de respect pour les hommes politiques. Parce que moi, j'ai des amis qui font la politique. Ils exercent les mêmes responsabilités que moi. Et le soir, lorsque moi, je rentre pour regarder un match de Ligue des Champions, eux, ils sont dans la brousse ou ils sont dans les quartiers. C'est extrêmement louable. J'ai du respect pour eux. Mais pour certains, mais écoutez, il faut que ça s'arrête. Oui, il faut que ça s'arrête. Durant votre discours, si je vous suis bien, vous avez souvent utilisé le parallélisme des formes entre le Sénégal et la France. On a célébré le 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Dans votre intime conviction, pensez-vous que le Sénégal est indépendant? Ah oui, nous sommes indépendants. Oui, moi, je le dis, je suis indépendant. Mais vous faites souvent le parallélisme des formes entre je fais des comparaisons. Non, je fais des comparaisons. Notre système politique, notre système juridique est inspiré du système français. Ça, c'est notre histoire. Je n'ai pas de honte de l'assumer. Nous avons été colonisés par la France. Je l'assume. Mais quand je rencontre un Français, je lève la tête. Je suis un homme fier. Moi, je suis un homme libre. Quand je vais en France, je suis à l'aise. Quand je discute avec des Français, je suis à l'aise. Je dis ce que je pense. Je suis un homme libre. Tout en assumant l'histoire de mon pays, notre histoire. Mais j'estime que nous sommes libres. Maintenant, dans la conduite des affaires, souvent, nos régimes ont des postures, n'est-ce pas, qui sont à décrier. On se rend compte que dans certaines questions stratégiques, lorsque nos États discutent avec l'ancienne puissance, ils sont dans des positions de docilité inconcevables. Mais il reste que nous sommes indépendants. Je pense qu'il faut que nos dirigeants, n'est-ce pas, cherchent encore une fois qu'ils ont été élus souverainement par le peuple sénégalais. Et lorsqu'ils sont en discussion avec la France ou toute autre ex-puissance coloniale ou toute autre puissance économique ou militaire, qu'ils mettent toujours en avant les intérêts supérieurs du pays. Et on a les moyens de mettre en avant ces intérêts. Je pense
qu'il y a certains qui sont toujours complexés, mais il faut qu'ils se décomplexent. Nous devons travailler à discuter d'égal à égal avec toutes les puissances économiques et militaires du monde, dans l'intérêt uniquement et exclusivement des Sénégalais. Comment peuvent-ils être décomplexés devant la France si on entend un acteur de la vie politique comme Malick Nawel Seck dire que tous les candidats à la présidentielle déclinent leur feuille de route, leur projet de gouvernance au niveau de l'ambassade de la France? Oui, mais ce que je disais, c'est des types d'archaïsme. Je dis ça c'est des méthodes dépassées, c'est des méthodes complètement dépassées. Il faut que les gens arrêtent cela. Je dis encore une fois, il faut que les gens soient plus fiers que cela. Jusqu'à présent, pour être crédibles, nos hommes politiques toujours disent écoute, j'ai reçu le soutien de la France ou j'ai été reçu à l'Élysée. Même certains partis de l'opposition, n'est-ce pas, pour crédibiliser leur discours, disent que nous avons été en France, nous avons organisé une marche, ou bien la France a dit ceci, a dit cela. Ça, c'est un problème, c'est un mal qui est là. Oui. Je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de cela et travailler à dépasser cela. Oui. C'est des méthodes complètement dépassées. Et je pense que, écoute, la nouvelle génération d'hommes politiques devait prendre leurs responsabilités et mettre en avant uniquement l'intérêt du Sénégal. Je ne vois aucune raison de prendre l'avis de la France pour être candidat. Oui. Notre justice, pour bon, voilà. Et puis la plupart également ont des doubles nationalités, etc. Bon, ça c'est des situations historiques, mais il reste que cela n'est pas un obstacle, cette double nationalité même, pour travailler pour notre pays. Mais je dis que dans les discussions, dans la gestion des affaires de notre pays... Pour une question de fierté, une double nationalité n'est pas admissible pour quelqu'un qui veut gouverner le Sénégal. Pour être candidat, vous êtes obligé même de renoncer. Oui. Je dis, vous êtes obligé. Non, les textes sont très clairs. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut renoncer. Il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Oui. Mais je dis encore une fois, lorsque nos États discutent avec d'autres États, la France et d'autres États, la seule exigence qui doit primer, c'est l'intérêt supérieur des Sénégalais. Et ça, il faut que les gens prennent conscience de cela. À défaut, moi j'en appelle, n'est-ce pas, à la responsabilité des populations. Les États n'ont pas de sanctionner ces types de régimes qui ne sont là que pour gérer, n'est-ce pas, les intérêts des puissances occidentales. Oui. Voilà, c'est tout. La justice, pour qu'elle puisse répondre aux aspirations du peuple, ne devrait-elle pas s'inspirer de nos valeurs? Ah mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, il y a des standards qui sont universellement admis et admissibles. Maintenant, nous avons des valeurs. Nous avons une sorte de justice non formelle. L'arbre à palabre pour discuter de certaines questions, etc. Il nous appartient à nous, Sénégalais, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, de l'extérieur de notre ex-colonie, mais également tout en, n'est-ce pas, intégrant des valeurs qui nous sont propres. Et je pense que le génie sénégalais est capable de ça. C'est vrai que nous sommes un petit pays, mais nous sommes un grand peuple. Et tous les jours, quand vous sortez de ce pays, vous vous rendez compte que le Sénégalais, quand même, a un génie réel. Donc, il faut qu'on prenne confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on soit plus fiers et qu'on regarde ce que nous avons comme principe, ce que nous avons comme valeur, en l'intégrant dans l'intérêt de nos concitoyens. Oui, comme à l'accoutumée, à la veille du 4 avril, le chef de l'État a gracié 673 détenus. Dans le monde de la justice, je pourrais même dire dans la sphère de la justice, on parle souvent du pouvoir de grâce qui ne doit pas être détenu par le chef de l'État, mais aussi on a tendance à voir que ces personnes qui sont graciées retournent en général pour la plupart en prison. Bon, écoutez, comme je viens de le dire, la grâce est un mécanisme, n'est-ce pas, qui n'a pas pour objet d'effacer la peine, mais de vous dispenser, n'est-ce pas, l'exécution de la peine lorsque, au cours de votre séjour carcéral, on a l'impression que vraiment vous vous êtes amendé, il y a des capacités de se resocialiser. Maintenant, il peut arriver que certains bénéficient de grâce et retombent également dans des travers et retournent en prison. Ça peut arriver. Mais il reste que moi, je suis pour l'existence toujours de la grâce. C'est un mécanisme qui est utile, qui permet de, voilà, de corriger. Y avait-il pas d'autres solutions en amont? D'autres solutions? En amont, avant de condamner. Écoutez, quand vous faites une faute dans notre système aujourd'hui pénal, vous êtes condamné à une peine de prison ferme, vous pouvez être condamné à une peine de sursis, vous pouvez être condamné à une peine d'amende. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse comme en France et dans d'autres démocraties, dans d'autres états de droit,
il y a des systèmes alternatifs, n'est-ce pas, où c'est des travaux d'intérêt commun, etc. J'estime que pour des infractions bénignes, il ne sert pas d'engorger nos prisons. Je pense qu'on peut punir en demandant à une personne d'exercer des travaux d'intérêt général, d'intérêt collectif, etc. Oui. Je pense qu'on peut aller dans ce sens-là, parce qu'il y a des gens vraiment qui vont en prison pour des broutilles. Ce n'est pas nécessaire. C'est de l'argent dépensé par l'État pour les entretenir et qui peuvent être reversés dans d'autres secteurs, etc. Ça peut marquer inutilement à jamais le détenu et ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'on peut mettre en place un tel système. Au plan économique, on a des chiffres qui font froid au dos, avec des sommes estimées à 100 milliards de moins-value sur le budget national. Et d'après certains économistes, cette situation ne se produit que dans les pays qui sortent de crise. Au Sénégal, à ce que je sache, il n'y a pas de crise. Et vous le constatez comme moi. Comment peut-on en arriver à ce stade? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas économiste. D'après les chiffres, moi, que j'ai lus à travers, n'est-ce pas, les analyses de l'Agence nationale de la statistique, écoute, nous avons un taux de croissance. J'ai vu récemment qu'en 2012, nous étions à 1,2. Aujourd'hui, nous sommes à 7,2. Maintenant, le problème, c'est que cette croissance n'est pas une croissance inclusive qui permette, n'est-ce pas, à nos concitoyens de sentir cette croissance-là. Parce que ça intervient dans des secteurs extravertis. Les secteurs porteurs de croissance sont pour la plupart des secteurs extravertis, des sociétés qui appartiennent à de grands groupes mondiaux. Mais une recette de plus de 100 milliards, c'est quand même grave. Oui, mais il peut y arriver une perte de recettes liée C'était des recettes ordinaires que l'on avait chaque année. Oui, mais je dis... C'est acquis. Oui, je dis, je ne sais pas les raisons à l'origine de cette perte-là. Je ne sais pas, pour être honnête, je ne sais pas les raisons à l'origine de cette perte. Mais ce que je sais, c'est que sur le plan macroéconomique, il me semble que, bon, voilà, il y a des frémissements, n'est-ce pas, sur le plan économique. Il est vrai que notre pays... maquillés. Bon, je ne le dirai pas moi, je n'en sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est qu'il m'arrive moi régulièrement de visiter, n'est-ce pas, le site de l'Agence nationale de la statistique, qui est, n'est-ce pas, l'institution publique qui donne des chiffres sur le chômage, sur le taux de croissance, etc. Moi également, je sens, mais il faut aller plus loin. Il faut aider le secteur privé, il faut l'accompagner, il faut le renforcer pour que les fruits de la croissance ne soient pas captés uniquement par des entreprises occidentales, mais par des entreprises nationales, pour que cela puisse avoir une répercussion au niveau de nos concitoyens. Je vous remercie, Maître Moussa Sarr. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour. Vous étiez notre invité dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci, Madame Baké, et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Un grand merci au top des régisseurs d'antenne, cher Ahmed Tidiane Ndiaye. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.